벌써 며칠째 소리는 학교에서 돌아오는 길에 고장남이었다. 그런데 어제까지 개울 기슭에서 하더니 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서 하고 있다. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour la thématique qui continue sur les récits féminins dans le cadre de Corps de texte, toujours en voyage immobile, toujours virtuel. Alors nous allons débuter cette soirée autour de l'ouvrage de Victoire de Changy, La paume plus grande que toi. Vous allez découvrir un montage d'une performance musicale, lecture que nous avons réalisée il y a quelques jours pour vous immerger dans l'écriture et la sensibilité du texte. Mais avant ça, je vais vous présenter les personnes avec qui je suis accompagnée ce soir, qui sont avec moi. Alors j'ai Claire Nanty, qui est libraire à la Grande Ourse et qui va s'occuper de la modération aujourd'hui. Victoire de Changy, donc l'auteur du texte. Mélanie Godin, qui a beaucoup de casquettes, mais qui aujourd'hui est là pour représenter les maisons d'édition L'Arbre de Diane et Les Deux Sœurs. On pourra parler de la nuance. Et Charline Audin, qui travaille au comptoir et qui également modérera le débat avec Claire. Donc je vous propose tout de suite de découvrir la littérature. Donc c'est Nancy Nkouzi qui a lu le texte et Moquet qui est un musicien-guitariste. Il y a une improvisation autour. Vous allez vous immerger de 16 minutes de cette performance et nous nous retrouvons juste après. Et n'oubliez pas que vous pouvez interagir sur les réseaux avec le chat via Facebook et YouTube si vous avez la moindre question ou commentaire sur ce que vous avez vécu. Voilà, à tout de suite. De t'abriter m'enlève toute capacité d'imperméabilité. Déjà, la couche n'était pas bien épaisse. On pouvait deviner mes nerfs au travers de ma peau. Déjà, on pouvait voir mes vraies humeurs derrière le très fin masque arboré. Mais aujourd'hui, te servant d'abri, je suis comme fondue avec le monde, étroitement collée, le nez dans la terre et des arbres me poussant au travers. Je prends chaque mouvement frontalement. Je reste debout, moi qui tombais tout le temps. C'est d'être maison que chaque chute devienne sérieuse puisqu'elle risque de t'atteindre. Que la lumière te parvienne par rayons atténués, que chaque bruit te fasse bondir aussi. Je sursaute quand l'autre me bouscule, le foudroie, et dépose ma main là où tu te trouves.
j'ai encore la paume plus grande que toi. La possibilité de tirer un grand rideau chaud sur ton corps en entier. Je te dis que tout va et ira, que tu peux reprendre ta danse, ta nage, ton sommeil. Pendant que tu te rendors, je veille. À force d'aguets, des oreilles me sont poussées, dressées, par-dessus les miennes, de lynx, pointues et hautes. Chaque seconde m'est plus aiguë. J'ai perpétuellement le dos rond. « 13 août, 4h30. Sans doute m'éveilles-tu chaque nuit, à dessein, avec une régularité qui me ressemble, et qui peut-être te ressemble aussi. Une quarantaine de jours avant ton arrivée, et j'assiste jusque-là désarmée et vaguement excédée, à chaque matin qui pointe. Je me disais, peut-être m'encourages-tu, faisant trinquer tes os avec mes côtes. À ces heures indues, à dénombrer, comparer, honorer chaque aube qui nous éloigne de ton arrivée. Un exercice d'aurore alors. Commençons par celle d'aujourd'hui. J'ai ouvert la fenêtre pour faire entrer un air, résolument froid. Je dis résolu parce qu'il fait au moins tiède depuis des mois. C'est l'orage qui, hier soir, a tranché le paysage, le tigrant de lumière si vive qu'on pouvait les voir, même les paupières fermées ou le dos tourné. J'ai pensé qu'une saison venait mordiller l'autre. Ça m'a réconfortée. C'est que tu arrives, que la tienne commence à prendre le pas. J'ai, comme chaque fin de nuit et début de jour, sorti mes ruses contre l'insomnie. La plus constante, c'est celle-ci. Main sur l'oreiller, je dépose ma joue gauche dans ma paume. C'était une parade de mon père. Quand j'étais très petite et que les soirées s'éternisaient, quand la venue de ma nuit justement tardait, il posait le dos de sa main sur la table à manger, chez des gens ou au restaurant, et j'enfouissais mon visage en entier dans sa paume. Je m'endormais comme ça. L'habitude ne me revient que depuis que tu es à l'intérieur de moi. Hier, pour la première fois, qui restera la première, je crois, pour la première fois, étirée en une seule et infinie fois, je crois, une répétitive et interminable fois, une première fois qui n'en finira pas, je crois, je me suis inquiétée pour toi. Il y avait eu le tracas du début, quand tu installais tes affaires, que tu avais la taille d'un grain, avant que tes mains ne soient des mains, quand ton père te disait « Allez, accroche-toi », j'étais inquiète. Parfois, mais pour l'idée de toi, pour cette idée qui, un jour, bientôt, allait être toi. Hier, pour la première fois, qui restera la première, je crois, une première fois, étirée en une seule et infinie fois, je crois, je me suis inquiétée pour toi, le vrai toi, l'enfant toi, mon vrai humain, aux vraies mains, une vraie inquiétude de mère vraie. Et puis, se rouvrir les épaules, dire « ça ira », se tenir définitivement droite, irrévocablement debout,
Je crois, verticalité totale, une répétitive et interminable foi, une première fois qui n'en finira pas. Je crois, dire, ça ira. Irrévocablement debout, tu imagines? C'est toi déjà qui fabrique ça. Ça ira. Ça ira. Tu redresses, tu relèves, tu rajustes déjà mon vrai humain au vrai pouvoir, aux vraies mains, bientôt là. « 25 septembre, 5h35, une dizaine d'heures avant toi. Tournez la clé dans la serrure dans un sens, sachant que lorsqu'elle tournera dans l'autre, tu seras là. Traversez la ville déserte dans un silence absolu. On dirait que tout le monde dort pour Nour. Et ça continue jusqu'à ton arrivée. Un silence étiré sur des heures, parfois ajouté d'un peu de musique. De ma respiration concentrée, de celle de ton père au même rythme pour m'encourager. Puis, une petite heure avant toi, je suis allongée sur le côté, à t'attendre. Ta dernière descente et cette sensation, celle de ton poids, qui me traverse le ventre, comme le ferait d'un ciel quelque chose de lisse, de calme, de fluide, une trajectoire de comète. Dans le silence toujours, j'aurais dit, c'était ça la chose la plus grande. Si plus tard, mes mains ne t'avaient pas attrapée toute seule, mes mains sans moi, détachées de moi, de toute réflexion, des mains, des pattes qui te déposent sur ma poitrine. Et alors, nous avons pleuré, aussi longtemps que toi. Note d'hôpital. Dans la chambre d'hôpital, la planète Nour est totale, sans jour ni nuit, sans couleur ni étage. Le décor par la fenêtre est un faux. Il change peut-être d'humeur, mais je ne le vois pas. Nour des premiers jours a les yeux noirs, une goutte d'encre de Chine diffuse dans une autre d'eau. Des yeux sans fin, sans fond, comme s'il avait tout vu, de l'envers et que ce sont les années qui font les regards délavés. Nour a une odeur qui me hérisse, qui ne fait qu'une avec la mienne changée, un mélange de lait, de sang, d'épiderme neuf et usé. Nour a encore la peau trop grande pour lui, sur son dos, sur ses jambes, des dizaines de plis. J'ai le corps vidé, une force invisible s'est emparée des barreaux de ma cage thoracique et s'est employée à les écarter. Mon visage, lui, retrouve déjà des angles oubliés. Nour pleure et ma poitrine trempe le tissu de mon vêtement. Nour, rire, Nour. Nourrir, Nour, forcément. Même quand il dort, les mains de Nour dansent. Elles remuent, saluent ou se secouent comme celles des prestigitateurs au moment où ils crient « Abracadabra ».
Quand Nour s'affole, ce sont ses mains que son père attrape. Toujours il répète « Nour, Nour, regarde-moi, tu n'es pas tout seul ». Quand il faut quitter la chambre, je dis, sachant que tout commence seulement, je voudrais tout recommencer. « 3 novembre. Nour sent quelque chose entre la vanille, le lait, la farine, le biscuit, quelque chose de rond, de pâle et de blond. Je l'appelle mon coquin, mon croquant, mon croquin. Je fais claquer le « que » dans l'air, le fais résonner. « Que, que, que ». J'adore ça. Dire « et alors mon que coquin ». Nour se double aussi, en nounour, s'étire en nourrive, ce nom de danseur qui se prête si bien à la constante agitation de ses mains. Nour fait des bruits de plancher qui grincent, de tout petits gémissements très aigus quand il boit. Hurle de longs « là » qui s'égosille ou s'égosille à en perdre la voix. Quand on le plonge dans l'eau chaude de son bain et juste avant d'adorer ça, Nour est toujours pris d'effroi. Ses yeux s'agrandissent et s'écarquillent de stupeur, et de sa bouche tordue sortent quatre Nour sursaute à la toux et aux éternuements, mais pas aux portes qui claquent. Il déteste le bruit du papier collant, mais le son du sèche-cheveux a sur lui un prodigieux pouvoir calmant. La nuit, il y a à ma droite la respiration de son père, à ma gauche la respiration de Nour et la mienne, qui tente de s'insérer entre les deux. De ne pas s'oublier, même si le voilà chaque fois teinté, de se retenir pour me laisser l'écouter. Pour Nour, il faut manger vite, marcher vite, se laver vite, se couper les ongles très courts pour ne pas griffer la peau de Nour, sentir la fatigue qui nous ronge le dos, nous griffe la gorge et l'ignorer, la combattre, parce que pour Nour, il faut rester vaillant. Les journées sont à la fois longues et ridiculement courte. Commence tôt, se termine tôt. On est déjà demain, sans avoir vu se conclure hier. Nous n'aurons aujourd'hui, comme tous les jours, fait peu d'autre chose que Nour. Des ambitions journalières réduites à lui, c'est vrai, mais aussi augmentées comme jamais. Voilà, après cette immersion dans l'écriture, on va se ressortir pour écouter l'échange. Simplement vous dire qu'en fait, l'intégralité de l'enregistrement, qui dure environ une demi-heure, sera disponible sur le site du théâtre. Donc si vous voulez continuer à écouter l'objet, n'hésitez pas à y aller. On a déjà deux très jolies réactions sur les réseaux. Je les lis vite fait avant de passer la parole. Donc on a Chloé qui nous a dit qu'elle était transportée dès les premières minutes. Ben, merci Chloé. Et Tatiana qui nous fait plutôt une
remarque, quel bonheur d'entendre enfin un récit plein autour de la maternité, qui nous éloigne de tous ces clichés qu'on entend sans cesse autour de la maternité, autant positifs que négatifs. Je pense parfois que c'est parce que ce sont des récits trop forts et trop résolument féminins pour qu'ils n'occupent l'espace public. Et exactement, en effet, et je pense que c'est la grande force de ce texte et nous allons en parler. Donc je passe la parole à vous quatre. Merci à vous en tout cas. Merci. Alors nous avons eu la grande chance d'écouter Moke, guitariste improvisateur, qui a fait de l'art fragmenté sa signature, ce qui est tout à fait en adéquation avec le récit de Victoire de Changy. Merci beaucoup à Nancy Nkouzi et Moke, car ils nous ont donné un nouveau regard sur ce texte que Charline et moi avons pas mal passé à la moulinette de nos questions ces derniers jours. Et il m'est venu, en écoutant la voix cristalline de Nancy, des émotions nouvelles. Et Victoire avait déjà écrit 2 romans, Une dose de douleur nécessaire en 2017, et puis aussi L'île longue en 2019. Et puis elle a publié également un magnifique album jeunesse, L'ours Kintsugi, illustré par Marine Schneider et publié chez Cambourakis en 2019. Alors c'est à ce moment-là, en 2019, que j'ai la chance de te rencontrer en librairie déjà. Et tu étais déjà bien enceinte. C'était le 30 août, j'ai revérifié. Et donc à peu près un petit mois avant ton accouchement. Et tu tenais déjà un blog où on pouvait déjà lire le récit de ta grossesse. Ce sont d'ailleurs ces textes qui ont été retravaillés par Mélanie Gaudin, qui est ici ce soir à tes côtés. Mélanie Gaudin dirige la maison d'édition L'Arbre de Diane, qui a 3 curieuses collections pour lecteurs curieux. La Tortue de Zénon, Soleil du Nord et Les Deux Sœurs, dans laquelle Victoire prend la première place. Nancy Nkouzi vient de nous faire entendre les premières pages de ce récit, le moment où Nour, ton fils, Victoire, vient au monde. Alors, bonsoir Victoire, bonsoir tout le monde, ou plutôt aloha, parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on se salue sur la planète Nour et que cela se termine toujours en sourire, en fou rire. En tout cas, nous, on a le sourire à l'idée de te recevoir ce soir dans le cadre de ce festival Corps de Texte pour parler de La paume plus grande que toi, d'autant qu'on vient de l'entendre, corps et texte sont intrinsèquement liés chez toi. Le tout dans un style somptueux qui n'appartient qu'à toi et qui n'est pas sans rappeler le tissage, voire la broderie, on en reparlera peut-être. Alors tu nous livres sur un peu plus d'1 an le récit d'une expérience à la fois bouleversante, très intime, universelle aussi. Et on avait envie de te demander, pour ouvrir un peu cette discussion, qu'est-ce qui t'avait poussé à écrire au printemps 2019 ? On a ressenti à te lire comme une forme d'urgence. Donc, dans quelle disposition te trouvais-tu à ce moment-là ? Mais pendant la grossesse et après la naissance, c'était déjà pas la même disposition ni d'esprit ni d'écriture. Pendant la grossesse, c'était des ressentis tellement étranges et tellement aigus qui m'ont fait perdre à plusieurs reprises pied, je dois bien l'avouer, que mettre des mots dessus visait à leur donner un sens, un contour, à soulager quelque chose, à me faire patienter, sans doute. Et puis quand Nour est arrivée, il fallait ne pas laisser s'échapper les choses qui s'échappaient continuellement. C'est une espèce de, ça je l'apprends à personne, de raz-de-marée, de sensations, d'épuisement, de crainte et d'émerveillement. Et il fallait s'en souvenir, parce que j'ai déjà cette phobie d'oublier au fur et à mesure les choses. Et je pense qu'écrire, c'était aussi une façon pour moi de garder le contrôle sur ce qui se passait, une sorte de contrôle en tout cas, ou un ersatz de contrôle. Et ça m'importait beaucoup. Enfin, c'était même une question de survie, sans vouloir être dramatique.
Mais on ressent en effet ce besoin de clicher les choses, cette peur de l'oubli, cette peur que le temps enfouisse tout. Un peu plus tard, tu dis, le 23 novembre, près d'un mois après la naissance de Nour, ceci. « Si j'écris Nour, c'est pour prétendre figer l'instant qui s'échappe continuellement, le solidifier, faire de ces secondes de Nour, celles-ci toujours déjà passées, des petits cristaux à admirer. » Alors, ton écriture est très visuelle. Faire de ces secondes de Nour, des petits cristaux à admirer. On va y revenir. Mais ces secondes de Nour sont toujours déjà passées. Alors, comment définirais-tu ton rapport au temps depuis la naissance de Nour? Est-ce qu'il a changé? De nouveau, par rapport à sa naissance et aujourd'hui, c'est encore tout différent. Mais oui, il a changé. Il est à la fois plus court et plus long, plus urgent et plus serein, plus important et plus accessoire. C'est vaste ce que je dis, mais il est tout ça à la fois. Alors on l'a entendu, ton écriture est exceptionnellement visuelle. Elle fait scène. Tu nous entraînes dans ton décor. On voit chaque geste du petit théâtre de main. On l'a entendu, mais on l'a vu aussi. On voit la transparence de la peau de ton bébé. On courbe le dos avec toi. On tente de se redresser, de retrouver un nouvel équilibre. En fait, on t'accompagne dans tes mises au point d'œil un peu myope. Et on se rend compte que ton écriture passe au microscope les jours et les nuits de Nour. Le 2 décembre, tu écris ceci. Nour dort. Dans un train, ces petits points, toujours fermés, serrés, dans lesquels s'agglomèrent et s'humidifient quelques peluches de laine, fines particules tirées de nos vêtements d'hiver. En fait, tu sembles porter une attention toute particulière au tissu, au textile. On avait envie de savoir si tu t'en rendais compte et si ça avait du sens pour toi et si oui, quel sens? J'ai une grande passion, venue d'Onde Cézou, pour le textile. Je pense que j'ai une grande passion pour tout ce que je peux toucher, tout simplement. La peau de Nour est tout à fait comparable à du textile et c'est sans doute le tissu, le satin le plus doux qu'on ait jamais rencontré. Oui, le textile a pris très vite une très grande importance dans ma vie, mais ce n'est pas volontaire que j'y reviens toujours. Mais je pense que le travail du textile, la couture, la broderie, effectivement, c'est un travail d'artisan qui se rapproche de ma façon d'écrire. Absolument. Tu tisses absolument tes textes et on est vraiment dans quelque chose qui prend cette allure-là, vraiment. À côté de ce champ lexical, du toucher du tissu, il y a aussi, à partir du moment de l'accouchement, il y a tout un champ lexical qui a trait au ciel, la trajectoire de comètes, et pour finir, l'arrivée de la planète Nour. Et on assiste du coup là à une sorte de nouveau champ lexical. Et c'est à une véritable cosmogonie, une mythologie de création du monde que tu nous invites. On se demandait, après un tel bouleversement, est-ce que la fonction de l'écriture a changé pour toi? Alors, est-ce qu'elle t'a permis de te recomposer? Il y a aussi toute cette notion de corps-cabane qu'on avait déjà aussi évoquée et puis qu'on a pu pointer à nouveau avec Charline. Mais voilà, est-ce que l'écriture, ça a été un refuge, un mouvement de retour vers toi, ou plutôt quelque chose vers le monde, vers les autres, vers nous, un retour vers nous? Voilà. C'est sans aucun doute tout ça à la fois. C'est une façon de se rassembler, de se recentrer. Quand on est autant à l'autre, en plus, oui, c'est une façon de re-rentrer dans sa propre peau. Et à la fois, la maternité a cette chose tellement englobante et, il faut le dire, enfermante, que c'est une façon de communiquer avec le monde extérieur, de partager ces choses universelles et d'avoir les retours qui vont avec. Donc tu te sentais vraiment dans un aller-retour? Ouais. Aussi et ça a changé
dans ta façon d'écrire? Ça a toujours été ma façon d'écrire. Voilà. Et ça a été vraiment urgent et important que ça continue après cette naissance. Ça aurait pu être un moment où justement j'aurais arrêté cette pratique. Et au contraire, ça a été important, essentiel que je la poursuive de cette manière-là. Ça n'a pas été intensifié quand même? Ou presque un peu? Par période, si. Ouais. Ok. Et on a pu aussi entendre là la mise en musique de tes mots. Alors, on entend quand même une écriture vraiment musicale. Et moi, je vous disais tout à l'heure à quel point la voix de Nancy m'avait permis de me reconnecter à l'émotion du texte. Elle m'a aussi permis de rendre encore plus présent tous ces petits sons, ces onomatopées, abracadabra, les assonances, nour, nourrir, nour, nourief, coquin, croquant, que. Tout ce qui, dans ton écriture, s'apparente déjà au babil de l'enfant. Est-ce que c'était déjà présent avant ou est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est venu avec l'écriture de ce texte? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé aussi par une forme plus poétique après des récits qui étaient peut-être moins formellement poétiques, quoi? Je pense que le travail sur le son et la recherche de musique, ça a toujours été vraiment présent. La façon de faire son de Nour est une matière que j'utilise et qui donne une autre musique complètement inédite que j'aurais jamais pu inventer avant lui. Mais ça a toujours été essentiel. La musicalité du texte, ça fait pour moi intégralement partie de ma façon d'écrire. En ça, je pense que je n'ai toujours écrit que de la poésie au fond. Ça n'a juste jamais été formulé comme tel. Voilà. Là, la forme fait vraiment poésie. En général, j'écris des phrases en longueur. Ça a moins l'air de poésie, mais je pense que ça en est aussi. Et justement, du coup, vous vous êtes rencontrés autour de ces textes avec Mélanie ou vous vous connaissiez déjà avant? Comment c'est né cette envie de publier ces textes et d'en faire vraiment un objet poétique assumé comme tel? Je te laisse parler. Oui, alors on se connaissait déjà avant. Pour répondre à ta question. Et les textes de Victoire, comme tout le monde, je les voyais sur les réseaux sociaux puisqu'elle les publiait. Et à un moment donné, vu que j'ai une maison d'édition, je pense que c'est moi qui ai dit à Victoire, mais pourquoi pas les publier, tout simplement. Et à partir de là, on a commencé à s'échanger des textes. Alors moi, j'étais en Angleterre, c'était l'année passée, pendant le premier confinement. Et je pense que, de mon souvenir, mais Victor peut me corriger, on a échangé un petit peu sur la forme justement des textes et on a travaillé ce retour à la ligne qui donne voilà, ce texte poétique plus poétique dans la forme. Et ça, on était assez contente d'avoir trouvé ça. Et donc, on a travaillé comme ça. Et tout était déjà là. On a juste corrigé des petites choses et pas tout mis. Voilà, pas tout mis, en fait, parce qu'il y avait... Il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. Donc, on a fait un travail plutôt de sélection. Et voilà, on s'est arrêté là. Mais pour ceux qui suivent Victoire, on peut voir qu'elle continue d'écrire toujours sur le sujet. Et donc, c'est aussi un projet sur le long cours. Et c'est ça qui est dit dans le projet, c'est que c'est un premier livre, mais avec l'idée d'un cycle, ou en tout cas d'un voyage en 3 étapes. Et pour l'instant, on imagine ensemble la deuxième étape. Et c'est vraiment important de dire qu'on y pense ensemble. C'est vraiment précieux, c'est assez rare. C'est la première fois que je fais ça, de penser vraiment le projet avec mon éditrice. Et on en parle énormément. Voilà. Donc ce travail d'édition, il influence aussi un petit peu la suite. La suite, oui. Ouais. Forcément. Maintenant, tu écris en sachant ça, quoi, que tu édites. Alors, ta maison d'édition, c'est l'Arbre de Diane. Pourquoi Diane ?
Oui, alors ça, c'est un petit clin d'œil à mon parcours de romaniste où j'ai fait mon mémoire de fin d'année sur Alejandra Pizarnik, qui est une poétesse argentine et qui a écrit L'Arbre de Diane en 1962, je pense, qui est préfacé par Octavio Paz. Et j'ai vraiment flashé sur cette poétesse quand j'avais fait un Erasmus. Et comme j'ai fait ce mémoire sur son œuvre et sur le silence dans son écriture, voilà, c'était une manière de lui rendre hommage en nommant la maison d'édition de son recueil de poésie. Ouais, mais la pomme plus grande que toi prend place dans la collection Les Deux Sœurs. Il y a encore un petit mystère derrière tout ça. D'où vient le nom de cette collection, plus précisément? Oui, alors je m'amuse un petit peu, c'est-à-dire que je fais des collections et alors je me rends compte que c'est un peu sans fin et donc voilà, c'est un petit peu... Parce qu'en plus, il y a peu de titres dans la collection Les Deux Sœurs. Il y a un premier quand même de Claire Lejeune, qui est voilà, une poétesse aussi dont j'ai eu un grand coup de cœur et qui m'accompagne depuis des années. Et avec la fille de Claire Lejeune, Anne André, on a travaillé sur ce recueil de textes inédits. Et puis le texte de Victoire est le deuxième. Et Les Deux Sœurs, c'est un clin d'œil à ma sœur. J'ai une sœur jumelle dont je suis très proche. Et donc c'était un clin d'œil à cette sœur qui m'accompagne depuis que je suis née et avant la naissance et qui vit à Londres. Et aussi un clin d'œil à Christian d'Autremont qui avait créé la revue Les Deux Sœurs et dont j'aime beaucoup le travail. Et donc la sororité, quelque part, c'est quelque chose que tu connais bien. J'aurais envie de demander à Victoire ce que ça représente pour toi, la sororité. Personnellement, je n'ai pas de sœurs, mais j'ai la chance d'en avoir quelques-unes, rares, précieuses. Je dirais que Mélanie en fait indéniablement partie. Elle a beaucoup de casquettes autour de moi. On pourrait mettre le mot sœur pour résumer tout cela. Et c'est un beau résumé, ma foi. Je ne sais pas s'il y a des questions qui viennent du chat. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vous écoutais. On peut continuer. Avec grand plaisir. Vous pouvez continuer sans souci. Alors, du coup, je vais en prendre 2-3, mais continuez. Prenez encore 5-10 minutes sans souci. Ça va. Ok. Tu peux repartir sur... Oui. Alors, on parlait tout à l'heure de cette écriture très visuelle, très musicale, mais il y a une autre dimension qui est vraiment très présente dans ton texte, c'est le rapport à l'espace. À l'espace et au temps, à l'espace-temps. Et il n'y a rien à faire, il y a la figure d'un danseur cosmique qui se balade là quelque part. Je ne vais pas parler de T-Rex, mais il y a vraiment ça dans ton texte. La présence de la danse est très, très, très importante. Et un dernier extrait quand même, je pense qu'il mérite vraiment d'être entendu. Le 28 janvier. Il faudrait voir nos chorégraphies pour éviter les lattes grinçantes du plancher, les grands pas, les petits pas, un léger pivot, un en arrière. Et donc, on l'a entendu tout à l'heure, Nour entre en résonance avec Nureyev, comme on l'a entendu avec le nom de ce grand danseur. Et on se demandait justement si, dans cette expérience de la maternité, tu avais un peu reconsidéré ou ton rapport à l'espace comme une espèce de danse, de rapport exceptionnel du corps peut-être pas à la scène, mais à l'espace. En tout cas, un rapport d'adaptation du corps à l'enfant, enceinte déjà. Je l'écris, le corps courbé, le corps qui ne tombe pas, alors que j'ai plutôt l'habitude de tomber beaucoup. Puis une fois qu'il était là, une façon de le tenir, de me tenir pour le tenir, d'adapter mes muscles et les manquements de mes muscles à la façon de le tenir, et puis d'être en mouvement en permanence pour le divertir, pour l'empêcher de pleurer ou pour l'amuser. C'est un autre rapport de mon corps
dans l'espace, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Pour le meilleur surtout, mais ça souligne les manquements et les faiblesses de mon corps également. Puis, ce n'est peut-être pas forcément une danse en solo ni en duo, c'est peut-être une danse à trois que vous menez avec le père de Nour, qui a une présence très belle dans ce livre aussi. Il a participé à la relecture du texte, mais il est là dès les premières pages, et j'ai envie de dire, dès le début forcément. Oui, donc un petit clin d'œil ici au papa de Nour. S'il nous écoute, je pense qu'il nous écoute. Moi, j'avais quand même une question, du coup, avant de relancer le chat. Je me permets, je fais la chatteuse. Parce que donc, tu disais que qu'il y avait quand même ce blog qui nourrissait et qu'on suivait l'évolution de votre relation. Est-ce que, du coup, ça évoque des réponses, des réactions de personnes, soit dans l'intimité du témoignage, parce qu'effectivement, je crois que tout le monde s'y retrouve un peu, soit justement dans une réaction parfois, je n'ai pas du tout vécu la même chose, ou est-ce que du coup ça ouvre un univers que tu n'aurais peut-être pas imaginé, indépendamment de la nécessité d'écriture dont tu as parlé tout à l'heure, qui te relie au monde? Est-ce que ça ne va pas encore un pas plus loin dans ce reliement au monde, et qu'est-ce que ça crée chez toi, ou quelles sont les frontières de ça? Parce qu'indépendamment de la qualité de l'écriture, il y a aussi l'acte d'ouvrir ton intimité quand même clairement à tout le monde. Pour le moment, je ne mets pas de frontières, en tous les cas, mais ça ouvre des perspectives inouïes et des questions que je ne me serais jamais posées. Effectivement, je pense que ça touche énormément parce que ça pose des phrases à des endroits où on n'a pas l'habitude d'en retrouver. Et donc, je pense que ça fait du bien si on s'y reconnaît. Et puis, si on ne s'y reconnaît pas, ça peut être vraiment confrontant. Et donc, ça pose énormément de questions sur le bonheur d'être mère, sur la douleur d'être mère, et sur la création à côté du fait d'être mère. Et je pense que ce deuxième livre qu'on prépare ensemble, dès lors, va vraiment questionner ça sur le créer, procréer, être mère et faire des choses, continuer à faire des choses. Et les réactions des gens nourrissent cette réflexion, encore plus si elles sont différentes des miennes. Et par extension, est-ce que tu t'es fixé une espèce de règle de jeu à un moment donné, je ne sais pas quel âge, j'arrête, parce que peut-être que nous, on prendra conscience, et ou s'il y a tel et tel sujet abordé, je mets des frontières. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es préétabli, qui du coup se crée au fur et à mesure, ou pas du tout, et tu verras ce que ça va devenir? Bon, à propos des livres, déjà, le second livre, ce sera plus du tout des récits de Nour. Ce sera beaucoup plus sur la question de la maternité. Ce sera beaucoup plus des réflexions. Par contre, je continue effectivement à publier des récits de Nour. Je ne me suis pas fixée de limite dans le temps. Je pense que ça va naturellement, à un moment, s'étendre, s'étirer, et puis s'estomper, parce que Nour vivra sa vie que je ne verrai plus, tout simplement. Enfin, en tout cas, plus de la même manière. Je serai beaucoup moins omniprésente. Voilà, je verrai bien ce que ça deviendra. Je veillerai toujours à ce que ça soit respectueux pour mon fils, évidemment. Mais je ne l'ai pas encore quantifié. Je ne me suis pas fait de programme à ce niveau-là. Les filles, vous avez encore, si vous voulez, 5 minutes pour échanger, parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment de réaction, mais parce que je crois que les gens vous écoutent, tout simplement. Donc, on n'est pas non plus obligé de réagir. Par ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Mais donc, allez-y, prenez ce temps en commun. Oui. Merci. Moi, j'avais encore une question. C'était aussi en prolongement. On se demande quand même... Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de récits de ces moments-là, en fait, dans la littérature? J'imagine que tu lis, en plus d'écrire, tu lis beaucoup, et c'est vrai que c'est quand même des récits qui sont si peu présents. Est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ces choses-là? Avec Mélanie, on est en train de se faire une petite bibliothèque de récits qui en parlent, et il en existe quand même. Je pense que déjà, il y a une bonne raison, c'est que de trouver le temps.
de faire ça tout en étant dévoré à côté par son enfant, c'est pas facile. Que les sentiments sont duels et donc, j'imagine, difficiles à décrire. Et que je voudrais pas commettre de maladresse, mais dans la société d'aujourd'hui, avec les combats des femmes d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le sujet sur lequel on a envie de se pencher principalement, je dirais. Ce sont en effet des récits qui sont assez peu visibles. Est-ce que c'est aussi, tu penses, parce qu'en fait on en discute quand même beaucoup entre nous, et est-ce que c'est aussi une question, tu penses, d'invisibilisation de cette partie-là de notre vie, parce que ça n'intéresse pas les éditrices et les éditeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus général que la société ne voudrait pas voir, ou c'est juste qu'on s'est habitué à ne pas en parler, à ne pas le publier, à ne pas le... Tu penses que c'est... Je pense qu'on s'est habitué à ne pas en parler, à ne pas le publier, que c'est un sujet qui fait peur, qui peut avoir l'air mièvre, qui peut avoir l'air rébarbatif, pas intéressant. Il y a quand même de la répétition, il y a quand même... oui, tout est sur la répétition, tout est sur du ressenti. C'est quand même a priori pas hautement intellectuel. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire et à en penser. Alors, j'ai deux questions qui viennent là maintenant. Alors, avez-vous déjà eu, je ne vois plus, pardon, avez-vous déjà eu des réactions masculines de pères? Est-ce que ça touche également les hommes? J'imagine que cela ne doit pas réveiller les mêmes émotions. Mais j'en ai eu très peu, je dois avouer, j'adorerais en avoir. Je pense que c'est un livre qui s'offre beaucoup, enfin, ce que j'entends, c'est un livre qu'on reçoit puis qu'on offre à son tour, c'est génial, beaucoup entre femmes, je dois dire. Mais est-ce qu'il ne faut peut-être pas passer par là dans un premier temps, parce qu'on voilà, et puis c'est pas une mauvaise chose non plus. Non, je ne trouve pas que ça soit une mauvaise chose. N'hésitez pas à les transférer aux pères et même aux hommes non pères. Je serais vraiment intéressée d'avoir ces retours-là. Ouais. Alors, du coup, avant de lire plutôt les commentaires, il y avait une autre question aussi que je trouve intéressante. Alors, c'est un peu prématuré parce que Nour est encore petit, mais comment penses-tu que Nour réagira face à ces traces quand il sera plus grand? Est-ce que ce sera un cadeau ou c'est difficile à prévoir? J'espère de tout cœur qu'il le prendra comme un cadeau. Il aura peut-être une phase de révolte. On verra. Mon intimité. Oui, on verra. En même temps, c'est quand même connu que la toute petite enfance, on a un rapport à la mémoire rare. Donc peut-être que voilà, il va avoir une trace incroyable de ses premières années, c'est certain. Même si c'est à travers mon prisme à moi, malgré tout. Bien évidemment. C'est mon regard. Mais... C'est comme ces souvenirs un peu fabriqués que toutes les familles ont, à force d'avoir été racontés ou par des photos, et tout d'un coup on les a fait siens, mais c'est un peu la même chose, quoi. Alors, là, on a plutôt des commentaires, mais du coup, je vous les livre. Alors oui, on écoute, donc les gens sont avec nous, c'est toujours abstrait. Je me répète, mais je trouve vraiment essentiel que cette énorme question de la maternité soit abordée, et aussi d'un point de vue plus philosophique, notamment sur ce que ça change par rapport à notre rapport au monde. Alors oui, là, c'est vrai que l'avantage avec l'ouvrage que tu poses, puisqu'en plus, il y a une forme de douceur, on l'a parlé, puis une vraie écriture, c'est qu'on peut aborder cette question un peu autrement, et pas que d'un point de vue aussi médical, froid, parce que grosso modo, et ça permet de créer des moments de discussion et d'échange, et ça me semble effectivement essentiel. Et effectivement, l'offrir, je crois, est une bonne idée. Mais bon, tu peux peut-être réagir par rapport à ça, par rapport au... Est-ce que tu percevais qu'il y avait ce manquement de cette écriture-là sur la maternité? Je ne l'avais pas cherché avant d'être mère, et je ne l'ai pas prémédité avant de l'écrire. Peut-être aujourd'hui que je suis mère, je peux percevoir, oui. Mais avant cela, je n'y avais pas réfléchi. Il y a Nancy qui nous fait un petit commentaire. Petite dédicace, je me permets. Heureuse de te connaître un peu plus, Victoire. Merci de m'avoir permis d'être la petite voix pour tes mots. À travers toi, j'ai revécu et je revis de très beaux moments. Je t'embrasse et embrasse Nour de ma part, Nancy. Merci. Alors nous avons Rosette aussi qui nous dit merveilleuse lecture, un texte qui émeut profondément. Merci Rosette. Et un commentaire de Sandra. Merci Victoire. Je m'y retrouve tellement. L'urgence d'écrire pour ne rien perdre, le
plancher qui craque, les chorégraphies, le rapport au temps, à l'autre, au corps et cette musicalité. Merci. Merci. Voilà, c'est que des choses plutôt agréables à recevoir. Alors peut-être qu'on peut se permettre un dernier petit échange avant de passer à la suite. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Sur les mains, parce qu'elles sont aussi présentes dès la couverture et dans le titre. C'est quoi cette passion pour les mains ? On peut parler de lubie, d'obsession. J'ai quelque chose avec les mains. Je trouve que c'est la partie la plus belle de tous les corps. Il y a eu quelque chose avec les mains et Nour dès le départ, parce que sur les échographies, on voyait ses mains en grand. Et il a eu du mouvement dans ses mains dès le départ. Il a des longues mains, des grandes mains. Voilà, c'est venu... je ne m'étais pas mis la contrainte de dire main dans un texte sur deux. C'est venu assez naturellement. Oui, parce que c'est vraiment un récurrent. Texte sur deux. Ouais. Voilà. Puis l'illustration aussi, peut-être que c'est intéressant de dire un mot sur à la fois l'illustratrice de la couverture et puis bon voilà, je trouve qu'elle complète aussi tout ton travail. Est-ce que c'est un projet qui préexistait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait pour toi? Enfin, c'est peut-être important d'en parler aussi. Mélanie, tu peux peut-être répondre. Oui, c'est un travail d'Alexandra Dupré. Et c'est Victoire qui avait repéré justement ce travail sur les mains que fait Alexandra Dupré. Et les dessins préexistaient déjà. C'est juste qu'ils ont pris la couleur de la collection. Ils ont été personnalisés. C'est une artiste française qui fait vraiment un travail magnifique que je vous encourage à aller voir. C'est somptueux. En tout cas, je veux vraiment vous remercier toutes les quatre. Ce que je trouve très chouette, c'est que le ton de la discussion est resté dans la douceur de la lecture. On n'a pas eu une violence, un choc trop grand. Et je vous invite vraiment et à découvrir évidemment l'ouvrage, et à être curieux sur le blog, et à aussi se replonger dans l'intégralité de la performance. On va passer à la suite. On reste évidemment dans nos récits féminins. Alors, la suite est multiple, mais c'est ça qui nous intéressait aussi dans notre journée consacrée à toutes ces réflexions. On l'a un peu évoqué aussi maintenant. C'est de vraiment germer des graines, voir ce qui va pousser, ne pas avoir qu'un seul prisme de point de vue sur toutes ces questions de récits féminins. On pourrait passer une vie, je crois, à se questionner là-dessus, à ne surtout pas cloisonner. Je continue à croire qu'il faut s'adresser à tous et toutes, bien évidemment, et rester dans ce rapport de partage qui nous semble vraiment essentiel par rapport à aujourd'hui. On va se replonger dans la Corée, qui est notre fil rouge du festival, pour mieux revenir. Pourquoi la Corée ici? Parce qu'on pourrait officiellement peut-être s'en passer, mais en fait, le moteur de mettre en avant les récits féminins est venu de là, parce qu'il faut savoir que la Corée du Sud est le pays développé où le clivage entre les hommes et les femmes sont le plus grand. Encore maintenant, où évidemment il y a eu un mouvement comme partout dans le monde, MeToo, et qui a eu évidemment des réactions, mais que culturellement il y a quelque chose sur le paternalisme ancré et sur la relation femme qui est très compliqué. Ne parlons pas de la maternité, qui est très présent aussi. Et donc le but n'était pas de noircir le tableau coréen pour redorer le tableau européen, c'est absolument pas ça l'idée, mais de quand même créer des miroirs et des allers-retours, et puis de vous permettre aussi de continuer ce voyage que nous initions pour toute cette découverte d'une Corée multiple. Et on voulait éviter de la caricaturer, mais par ailleurs, là, vous allez assister maintenant à une lecture d'un texte qui s'appelle « Bienvenue » de Kim Hee-seol, lecture lue par Cathy Min-young, donc qui est comédienne, metteur en scène et directrice du Rideau de Bruxelles. Et je fais une mini parenthèse sur Cathy, parce que sur le site internet aussi, durant le festival, est diffusé son documentaire qu'elle a réalisé en 2007 et qui s'appelle « Un aller simple, point d'interrogation », et qui questionne, elle, son rapport à l'adoption. Et donc, c'est son premier ouvrage artistique. Donc ça, je vous invite à le découvrir. C'est un peu détaché. Mais donc, en fait, Bienvenue, c'est un texte que Cathy m'a fait découvrir. C'est une auteure qui a une grande force, un rapport à l'écriture que je trouve très beau, très fin, mais d'une violence inouïe. Et cette violence, en fait, est inspirée du réel, mais vu qu'elle est fictionnalisée, elle est encore plus grande. Et je vous invite vraiment aussi à lire ce texte. Là, on va en entendre juste quelques minutes. Ensuite, j'accueillerai sur le plateau Lorraine Bastide pour parler principalement de son ouvrage Présente, qui pour moi est juste comme
la base. Donc il faut parler de la base. Et Lorraine Bastide est donc journaliste, mène un podcast qui s'appelle La Poudre, et avec cet ouvrage a rassemblé tout le rapport aux femmes dans la ville, les médias, la politique, qui questionne l'invisibilité dont on a un tout petit peu parlé maintenant. Et ce que j'aime beaucoup dans ce document, c'est qu'il est vraiment, encore une fois, pour tout le monde, pour les femmes déjà engagées dans des luttes et des questions féministes, mais aussi pour les curieux, aussi pour les personnes perdues. Et on va en parler plus largement, mais le fait d'avoir abordé tous ces prismes-là nous permet aussi de mieux comprendre comment c'est difficile de voyager dans cette société, mais comment il y a quand même des possibles. Donc on va échanger avec Lorraine Bastide et on réagira aussi bien sur la lecture coréenne que sur son ouvrage. Et vous aurez aussi droit à une interview donc, de Kim Il-seol, qui est donc l'auteur dont je viens de vous parler, hein, une interview que j'ai menée en Zoom il y a quelques jours, qui va évidemment faire un lien avec nos thématiques du soir. Donc là, voilà, je vous présente le programme, la suite de la soirée. Ça paraît un peu comme ça titanesque, mais l'idée, c'est qu'on puisse se répondre et voyager toutes et tous ensemble. Donc là, maintenant, tout de suite, vous allez écouter Cathy Minyoung, qui va nous lire quelques extraits du livre Bienvenue, et on vous retrouve ensuite. Merci à tout le monde. 벌써 며칠째 소민이 학교에서 돌아오는 길에 무장면이었다. 그런데 어제까지 개울 기슭에서 하더니 오늘은 징검다리 한가운데 앉아서 하고 있다.